Bienvenue à tout le monde. Frédéric Lomosfeld, directeur régional des ventes sur région Val-de-Loire et Côte Atlantique. Bienvenue. On va parler aujourd'hui de stress thermique, mais avant toute chose, on se le fait dans un contexte un petit peu particulier, hein, celui du distanciel. C'est notre première chez Néolé de faire une visioconférence à distance avec des partenaires éleveurs. Pourquoi? Simplement parce que le contexte du Covid actuel est très particulier et nous empêche de nous réunir à grande échelle pour essayer de fournir des réunions techniques et des réflexions avec nos partenaires éleveurs. Néanmoins, on ne veut pas baisser les bras, on ne s'avoue pas vaincu et on essaye malgré tout de continuer de vous ramener de la réflexion et de vous ramener du grain à moudre sur des problématiques qui deviennent de plus en plus fréquentes. Typiquement, le stress thermique, ça va être le sujet du jour. Sur l'été, ça devient évident que les étés sont de plus en plus chauds et en tout cas qu'on passe au-delà des zones de confort de nos animaux en élevage sur les 5-6 dernières années de façon très récurrente. Donc se posent naturellement les questions de quelles sont les stratégies nutritionnelles à mettre en place et les adaptations des bâtiments pour essayer de pallier au mieux à ces problématiques et ramener un maximum de confort pour conserver les performances zootechniques de nos élevages. C'est le sujet du jour. En pleine innovation, donc, je vous le redis, c'est à distance avec nos partenaires. Je vais vous présenter sans plus tarder le plan du jour. Donc, je parlais de stress thermique. Quand on parle de stress thermique, il y a ou la décision de subir et ne rien faire, ou alors on essaie de prendre le taureau par les cornes et d'adresser le problème avec une adaptation dans le pilotage de sa ferme. Ça passe par les bâtiments, adapter son bâtiment, et là, c'est place à nos partenaires de chez Elvup. François et Émilie vous en parleront plus. Et ça passe aussi par un management nutritionnel de la ration. Et là, c'est notre expert nutritionniste Clément Housseau, peut-être que certains d'entre vous le connaissent d'ores et déjà, qui lui reprendra à ce moment-là le micro pour vous donner ses recommandations. Voilà, c'est après coup, une fois qu'on aura entendu parler Elvup et Clément, qu'on prendra les questions éventuelles et on clôturera d'ici 1 heure de temps à partir de maintenant. Sans plus attendre, Clément, je te laisse poser le contexte des problématiques de stress thermique et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne conférence. Merci. Bonjour à tous. Je me présente en 2 secondes. Donc, Clément Housseau, moi je suis nutritionniste au sein de l'équipe technique Néolé, donc dans l'équipe support agronutrition, qui a pour vocation d'apporter du support technique aux clients, mais aussi aux commerciaux. Donc voilà, notre rôle, c'est vraiment de vous diffuser des infos techniques et pertinentes et intéressantes. Donc, juste avant de passer la main à nos collègues et amis de Helvup, je vous présente juste 2 diapos qui permettent de poser un peu le contexte. La première diapo, c'est une enquête, un résultat d'enquête qu'on avait fait en 2019, donc sur 200 élevages laitiers, disséminés partout dans les différentes régions laitières françaises et qui était vraiment axé sur le stress thermique. Donc on a posé un certain nombre de questions aux éleveurs dans cette enquête, hein. Je ne vais pas tout vous représenter ici, mais je trouvais que celle-ci était intéressante car elle posait bien le débat. La question est très simple. Est-ce que votre troupeau laitier, dans les 3 dernières années, a déjà souffert de la chaleur? Vous voyez qu'il y a 2 tiers des élevages qui disent avoir souffert du stress thermique sur un des étés entre 2016 et 2019. Alors, quand on regarde un peu plus dans le détail ce qu'ont observé ces éleveurs-là, on se rend compte que la quasi-totalité d'entre eux, hein, 80% d'entre eux, ont constaté ce qu'on constate assez fréquemment dans ces cas-là, une baisse de production laitière, hein. Ça, c'est vraiment le premier signe le plus visible et le plus rapide quand la vache est en stress thermique. Et donc, ça corrobore très bien ce que vous pouvez observer, vous, peut-être aussi dans vos différentes régions. Et après, on a à peu près un tiers des éleveurs qui ont observé des choses qui sont peut-être un peu plus difficiles à voir, mais qui sont là aussi très révélatrices de ce que va engendrer le stress thermique sur les troupeaux laitiers. Donc, un tiers des éleveurs ont vu une baisse d'ingestion de matière sèche de ration. Un tiers des éleveurs à peu près ont vu aussi une augmentation des taux cellulaires du troupeau. Et encore une fois, un tiers d'entre eux ont également observé des troubles de la fertilité sur les périodes de stress thermique. Donc ça pose bien le contexte et vous verrez tout à l'heure que c'est assez cohérent avec ce que nous dit aussi la science sur le sujet.
Hop. Deuxième diapo pour poser un peu le contexte. Donc ici, c'est une carte de France avec les anciennes régions administratives. Hein, on n'est pas tout à fait à jour, mais c'est parce que ça date de l'été 2018. C'est la simulation, enfin le calcul des pertes engendrées par le stress thermique en fonction des conditions météo de chacune des différentes régions sur l'été 2018. Alors vous avez deux chiffres par région qui sont à regarder. Il y a d'abord un pourcentage qui correspond en fait au temps moyen passé par les troupeaux en situation de stress thermique sur la durée de l'été. Vous voyez qu'on parle d'un critère qui s'appelle le THI. Je vais laisser mes partenaires d'Elvop tout à l'heure vous détailler ce que c'est, mais c'est un critère donc de mesure du stress thermique. Et donc vous voyez que évidemment plus on va vers les régions du sud, évidemment plus le temps passé en période de stress thermique est important. Hein, si je prends la région Midi-Pyrénées par exemple, la région de Toulouse, autour de Toulouse, on a plus de 50% du temps passé sur l'été 2018 par les troupeaux en situation de stress thermique. Et le deuxième info que vous avez sur chacune des régions aussi, je vous laisse regarder la région qui vous concerne, c'est dans la bulle colorée l'impact en fait de ce temps passé en situation de stress thermique sur la production moyenne des troupeaux laitiers. Et donc là encore, évidemment, plus on va vers le sud, plus la perte est importante. On parle de plus de 5 kilos de lait perdu sur l'été sur la région Midi-Pyrénées, par exemple. Mais vous voyez que c'est quand même une thématique et une problématique qui touche quasiment toutes les régions françaises, puisque même par exemple dans la région Bretagne, vous avez plus de 2 kilos de lait perdu de moyenne sur l'été à cause du stress thermique en 2018. Donc, c'est pas forcément toujours très facile à voir, mais sachez que les conditions de stress thermique, pour être en conditions de stress thermique, les vaches n'ont pas besoin d'être à 45 degrés en plein soleil, quoi. Donc, on vous détaillera tout à l'heure avec l'indicateur THI quelle est la zone de confort en fait des animaux, mais vous voyez que dans toutes les régions, cette thématique a un impact. Donc, pour gérer cette problématique-là, on a deux axes principaux pour gérer le stress thermique. Le premier, c'est évidemment le bâtiment, parce que là, on va pouvoir aménager un certain nombre de choses dans le bâtiment pour essayer de réduire l'inconfort thermique des animaux. Et là, c'est là qu'on a eu besoin en fait de faire appel à des gens compétents sur le sujet, puisque c'est pas notre cœur de métier chez Néolé. Donc c'est là qu'on s'est tourné vers la société Elvup, parce que eux, ils ont vraiment développé une expertise sur le sujet. Je vais vous décrire ça tout à l'heure, puis ils vous en parleront dans le détail. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est la partie nutrition, où là aussi, on a un certain nombre de solutions qu'on peut gérer en termes de management de rations et d'apport de produits et de solutions nutritionnelles qui vont pouvoir aider la vache à lutter contre l'inconfort thermique. Donc, comme je disais, pour la partie bâtiment, et comme c'est pas notre cœur de métier, on a voulu, et comme c'est un sujet aussi important pour vous, on a voulu vraiment pouvoir vous apporter ce service-là. Donc, on s'est rapproché de la société Elvup. Donc, Elvup, c'est le nouveau nom du contrôle laitier de l'Orne. Donc, c'est une entreprise de conseil avant tout, qui emploie 80 équivalents temps plein, 23 conseillers, 2 vétérinaires dans leur équipe de conseillers. Ils ont environ 1000 éleveurs clients dans leur portefeuille client. Et c'est évidemment une entreprise qui fait partie du réseau France Conseil Élevage. C'est l'ancien contrôle laitier de l'Orne, l'ancien nom du contrôle laitier de l'Orne, mais évidemment, ils peuvent intervenir sur toute la France. Et c'est dans ce cadre que c'était un partenaire intéressant pour nous aussi, puisque nous sommes un acteur au niveau national, et donc on va pouvoir vous faire bénéficier nos clients de l'expertise d'Elvup, quelle que soit la région considérée. Elvup fait partie d'une union de moyens avec 2 autres organismes de conseil. Donc c'est l'Indre-et-Loire et l'Eure-et-Loire, donc une union de moyens, c'est-à-dire qu'ils mettent en commun notamment des hommes et du matériel pour apporter du conseil aux éleveurs. Et pourquoi ce partenaire nous intéresse également, c'est que sa stratégie est assez intéressante à nos yeux, c'est qu'il souhaite se développer par la recherche et développement en apportant des nouveaux services aux éleveurs qui ne sont pas forcément existants en France en tout cas. Donc c'est dans ce cadre-là de leur recherche et développement qu'ils travaillent depuis 5 ans sur une expertise autour du stress thermique et notamment sur la gestion des bâtiments et l'adaptation des bâtiments face au réchauffement climatique qu'on peut observer dans les élevages. Donc je vais leur passer la main. Donc je passe la main à François, je crois que c'est François qui intervient en premier, qui va se présenter et vous dire quels sont ses domaines de compétences.
Merci Clément. Donc pour me présenter rapidement, François Normand, référent bâtiment environnement au sein de l'entreprise Elvup. Donc je suis ici cet après-midi pour vous parler du partenariat que l'on a avec Néolé et puis vous parler de votre cœur de métier et de l'adaptation de vos animaux à la gestion du stress thermique. Alors sur notre expertise bâtiment Elvup, bien sûr que l'on se fonde sur l'évolution des conditions climatiques. On se base sur l'évolution aussi de vos modes de production, avec de la robotisation, avec des solutions d'adaptation bâtiment diverses et variées. L'évolution des besoins physiologiques des animaux, on a de plus en plus des animaux de haut niveau de production, et donc du coup des besoins différents d'il y a quelques années. Pour vous apporter un niveau d'expertise qui vous permet d'apporter des solutions en termes de performance laitière, en termes de bien-être animal. On peut parler aussi de gaz à effet de serre de plus en plus, puisque c'est une thématique qui vient sur la table des discussions des entreprises laitières. Et ça peut nous permettre aussi de parler de beaucoup d'autres choses, plan de réduction antibio, épigénétique, et avant tout, rentabilité de vos structures laitières, puisque c'est un préambule à mettre l'homme dans de bonnes conditions et l'animal dans de bonnes conditions. C'est bien un équilibre de tout ça. Euh, Si on parle climat, pour reposer un peu le débat du constat, on a des faits déjà existants et des causes bien identifiées, hein. Sur le graphique de gauche, vous pouvez retrouver les données Météo France météorologiques depuis 1900, depuis la création des compilations de données météo, hein, avec en bleu histogramme les années extrêmes froides et en rouge, en histogramme rouge, les années extrêmement chaudes avec une courbe noire qui correspond à la moyenne décennale. Qu'est-ce que l'on peut constater? C'est que concrètement, depuis les années 90, la météo se réchauffe en France, mais aussi à l'image de ce qui se passe au niveau du globe, hein, à savoir une augmentation de plus 1 degré avec une augmentation des années extrêmes chaudes que l'on subit tous et que vous observez tous. Alors les causes, elles sont bien identifiées, hein, augmentation forte des gaz à effet de serre. Si on parle agricole, on va parler du CO2, on va parler du méthane, et c'est pour ça qu'en bovin, on est enfin, il est important de travailler ce sujet-là, et puis une partie aussi protoxyde d'azote. Alors, ce constat de réchauffement climatique, malheureusement, hein, si on se projette d'ici à 2100, ça restera une thématique qu'il faudra intégrer dans vos entreprises laitières, puisque on a plusieurs schémas d'évolution, hein. Donc, en l'occurrence, deux propositions par les météorologues mondiaux, hein, à savoir une courbe bleue, le RCP 2.6. Concrètement, c'est si tout individu, société industrielle et agriculteur travaille le sujet des gaz à effet de serre, on va stabiliser la situation actuelle, donc on aura des météos similaires à ce que l'on vit aujourd'hui. Et puis le scénario rouge, hein, le RCP 8.5, et malheureusement on est plutôt parti sur cette hypothèse d'évolution, hein, à savoir une non-maîtrise des productions de gaz à effet de serre qui engendre un réchauffement climatique encore plus important, allant jusqu'à une augmentation de plus 4 degrés d'ici à 2100. Voilà pour les constats. Fort de ces constats, qu'est-ce qui va se passer en agriculture concrètement? Premier niveau avant d'arriver sur les bâtiments, mais qui aura un impact indirect sur les bâtiments, c'est des productions fourragères qui vont être différentes d'aujourd'hui d'ici à 2100. À savoir une part de prairies sous forme de pâturage ou d'ensilage qui va avoir tendance à diminuer puisqu'on aura des potentiels de rendement moindres, et d'autres plantes telles que le maïs ou la luzerne qui vont avoir tendance soit à se développer avec des potentiels de rendement un petit peu plus importants qu'avant, soit à régresser un petit peu, mais on aura des fourrages qui seront là. Donc c'est plutôt rassurant en élevage laitier au niveau français, hein. Toutefois, il faudra adapter ces profils et ces itinéraires culturaux. Qu'est-ce que ça engendre? Effectivement, des enjeux agronomiques pour vous, hein, modification des itinéraires culturaux, potentiel de rendement fourrager. Alors, en fonction des régions, je mets un point d'interrogation puisque certaines régions seront plus avantagées que d'autres, hein, et puis des impacts sur la génétique végétale.
Sur la zootechnie, et là j'en viens au bâtiment, hein, on aura, de par l'évolution de nos stocks fourragers, hein, une obligation de distribuer des fourrages conservés l'été, donc des animaux logés l'été, un allongement des périodes de pâturage pour ceux qui ont des systèmes pâturants avec des profils d'aménagement de chemins pâturants, puisqu'on aura des rendements herbes à aller chercher plus sur le printemps et sur l'automne. On aura bien sûr une adaptation de l'alimentation nécessaire et je laisserai Néolé en parler tout à l'heure. Et puis, sur les bâtiments, une gestion du stress thermique et comment mettre nos bâtiments dans les meilleurs, comment mettre nos animaux dans les meilleures conditions pour qu'ils gardent leur performance et que vous gardiez la rentabilité. Je vais laisser éventuellement, donc du coup, Émilie, ma collègue, qui va vous parler du fonctionnement de la vache avant que je revienne sur nos pratiques de conseil. Bonjour, donc Émilie Poyard, je suis conseillère à Elveuc, donc dans l'Orne et l'Eure-et-Loire, et donc je suis chargée de mission sur la ventilation pour le bovin adulte. Donc moi aujourd'hui je vais plus vous parler de la biologie de la vache, puisque avant de parler à adaptation du bâtiment, il est important de comprendre comment est-ce que la vache va déjà d'elle-même gérer sa température corporelle. Donc la gestion de cette température, c'est deux mécanismes. D'abord la thermogénèse, la création de température, de chaleur, et la thermolyse, donc l'évacuation de cette chaleur. Tout animal, en plus de sa chaleur de base, va produire de la chaleur par la synthèse du lait et par toutes les réactions de son fonctionnement métabolique, mais aussi et surtout par le fonctionnement de son rumen. Pour une vache laitière, un rumen, c'est l'équivalent d'un radiateur de 1500 watts. Et plus une vache va être haute productrice, plus cette chaleur va être importante. C'est pour ça aussi qu'on va réfléchir différemment un bâtiment pour des vaches adultes en production par rapport à un bâtiment pour des veaux qui n'ont pas encore ce rumen fonctionnant à plein régime. Donc pour garder en tout temps le plus possible sa température corporelle égale, une vache va aussi donc rejeter de sa chaleur par le lait qui va sortir chaud de la mamelle. Et là-dessus, nous humains, on n'a pas beaucoup de possibilités de maîtrise puisqu'on peut mettre un thermostat sur chaque quartier. Elle va pouvoir évacuer de la chaleur par conduction, donc c'est-à-dire par contact entre sa peau et une surface plus froide. Donc là, sur le terrain, il existe des solutions comme des matelas à eau qui ont une efficacité limitée, qui surtout par rapport à des solutions qui souvent impliquent un investissement important. Elle va pouvoir rejeter aussi sa température par radiation. Donc là, c'est ce qu'on voit en haut à droite sur une image de caméra thermique sur une vache. C'est le même phénomène que sur les silos, la chaleur qui s'échappe des silos. Elle va pouvoir aussi donc modifier sa respiration et sa fréquence cardiaque pour évacuer plus de chaleur. Donc là aussi, peu de possibilités de maîtrise. Et enfin, il y a l'évaporation. Donc l'évaporation, c'est la transpiration. Nous, on va pouvoir mettre en place des systèmes de douchage, par exemple, en élevage. Donc, c'est de l'eau qui va être apportée en plus sur le dos de l'animal. Et cette eau va pouvoir s'évaporer en utilisant la chaleur corporelle de la vache. Plus une vache va transpirer, plus elle va avoir besoin de consommer d'eau, plus elle va aussi rejeter des éléments minéraux par la sueur, mais plus elle va également rejeter de l'humidité dans le bâtiment, qui, s'il est mal ventilé, va pouvoir retomber sur le sol. Et enfin, la dernière façon d'évacuer de la température, c'est la convection, et c'est celle où vous, éleveurs, vous aurez le plus de possibilités de maîtrise. C'est bien l'évacuation de la chaleur par la création d'un courant d'air autour de l'animal. Et donc, dans un bâtiment où les vaches sont logées l'été, ça peut vouloir dire installation d'une ventilation dynamique. Donc tout ça en bâtiment, ça implique déjà de se demander comment mesurer le stress thermique pour savoir quand est-ce qu'on doit agir sur le confort thermique de la vache, et aussi comment aménager les bâtiments qui historiquement étaient plus conçus pour loger les animaux l'hiver que l'été. Un indicateur clé pour mesurer le stress thermique, c'est le THI, dont on vous a déjà un peu parlé tout à l'heure. Ce THI, c'est
une référence mondiale qui est facilement mise en place, calculable en élevage. Mais bien sûr, il faut aussi l'accompagner d'observations comportementales des animaux. Là, il existe d'autres index dans la R&D, comme le score d'allaitement. On peut aussi évaluer l'utilisation de la surface du bâtiment par les animaux, par des caméras time-lapse. Des fois, ça permet d'expliquer pourquoi est-ce que certaines logettes sont plus ou moins utilisées que d'autres. Le THI, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il prend en compte l'humidité et la température du milieu extérieur. Un THI qui est supérieur à 72, ça veut dire qu'il y a déjà des impacts techniques et économiques importants sur le troupeau. 72, ça équivaut à une température de 26 degrés et de 45% d'humidité. À température égale, plus il fait humide, plus une vache va être en inconfort thermique. Pourquoi est-ce qu'on parle aussi d'impact économique? C'est tout simplement parce qu'une vache qui est en stress thermique, elle va avoir donc un bien-être animal dégradé et donc des impacts sur sa production laitière, sur la qualité laitière, que ce soit taux ou cellules. Ça va avoir aussi un impact sur la fertilité. Ça, je pense qu'on l'a tous vu, notamment lors des 3 pics de canicule en 2019. Ça va aussi avoir des impacts sur la vache tarie, sur la gestation et sur le développement embryonnaire de votre potentiel futur génisse. Pour refaire un lien avec l'avant-propos de François sur le réchauffement climatique, là, vous retrouvez une modélisation du THI de la France par rapport donc, de 2000 à 2100. En bleu, vous retrouvez donc le stress léger, en saumon modéré et en noir, le stress sévère. Et donc, on voit bien qu'il va y avoir de plus en plus de stress modéré et sévère à l'avenir, et que donc des impacts sur la production des animaux, et qu'il va être primordial d'aller adapter les bâtiments pour maximiser le confort thermique pendant ces périodes estivales. Du coup, je reprends la main. Du coup, au niveau d'ElevUp, la démarche conseil que l'on peut proposer dans le cadre aussi du partenariat avec Néolé, et j'aurais tendance à dire que ça va être un partenariat à 3 sur une étude bâtiment. Et ce partenariat à 3, il va se baser sur, premièrement, un travail de votre part, éleveur, sur de la prise de conscience, mais surtout de la compilation de données, à savoir votre ressenti sur l'observation comportementale des animaux, sur l'observation des baisses de production laitière, voire le chiffrage des baisses de production laitière. Pour les éleveurs en robotique, il est possible de regarder ces choses-là. Ça peut être éventuellement des résultats de baisse de taux d'immunoglobuline dans le colostrum pour ceux qui utilisent des réfractomètres. Ça peut être aussi des compilations de données sanitaires telles que des problématiques de reproduction ou de métrite ou de comptabilité de mammites. Voilà. Plus on arrive à compiler d'infos, plus on arrive à être précis dans le constat et dans les plans d'action à mettre en place. Nous, derrière ElevUp, dans notre diagnostic bâtiment, on va travailler sur l'observation visuelle du bâtiment, sur des prises de mesure, surface, volume, point d'abreuvement, linéaire d'auge par vache, puisqu'au-delà de ventilation, on verra aussi qu'on parlera luminosité et abreuvement. On peut réaliser des fumigènes, on peut réaliser aussi d'autres cartographies si on veut aller plus loin dans le diagnostic, ce qui va nous permettre ensemble de mettre un plan d'action en place. Alors, ce plan d'action que l'on peut mettre en place une fois avoir expertisé un bâtiment, la hiérarchie va être importante. C'est-à-dire que ElevUp, au travers d'Émilie ou moi-même, peuvent vous apporter des conseils déjà sur les niveaux d'abreuvement, puisque c'est le premier point que l'on va regarder dans les bâtiments avant de parler ventilation et autres. En deuxième intention, on va aller travailler tout ce qui est luminosité du bâtiment. D'ailleurs, si je me permets je reviens en arrière sur l'image précédente. Vous avez en haut à droite l'image d'un bâtiment où, justement, par la luminosité, vous voyez que tous les animaux sur la logette centrale sont tous restés debout parce qu'on a un fort éclairage des translucides sur cette zone, alors que sur la partie gauche, vous avez tous les animaux couchés dans les logettes, puisque on a beaucoup moins de luminosité, donc un impact sur les animaux. Donc,
1, abreuvement, 2, luminosité, 3, pratique et organisation dans le bâtiment, puisqu'on a de plus en plus de gros troupeaux avec des gestions par lot, et parfois on peut avoir des points d'ajustement ici. On va pouvoir travailler l'adaptation de la ventilation naturelle, puisque dans tous les cas, avant de parler ventilation dynamisée éventuellement, on va parler ventilation naturelle. Et puis ensuite, éventuellement, on peut vous apporter des conseils en termes d'aménagement de systèmes de ventilation dynamisée, aussi large soit-il, hein. Et enfin, éventuellement, définir des zones de douchage, vous parlez de brumisation. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut apporter au travers d'audits particuliers qu'on apporte dans le département de l'Orne depuis 3 ans. Voilà. Et puis bien sûr que, en dernière intention, ne pas hésiter à revenir vers nous pour, une fois la mise en place d'un plan d'action, nous redonner vos retours de réussite sur les adaptations. Alors, si on va sur les conséquences du stress thermique chez le bovin adulte, en première intention, dans nos audits, on ira systématiquement parler de vache tarie en première intention. Pourquoi? Puisque c'est peut-être la vache la plus importante à prendre en considération, puisque la conséquence d'un stress thermique sur une vache tarie, c'est des baisses d'immunité, donc une sensibilité accrue aux maladies liées au vélage, aux métrites et autres, hein, et une baisse de la fertilité. C'est des dérèglements hormonaux qui engendrent des baisses de production sur les lactations suivantes. Et surtout, c'est aussi un impact fort sur le veau, donc sur l'épigénétique, sur le veau à venir et la genisse à venir, hein, la vache en production à venir dans votre troupeau, puisque l'impact est très très fort sur cet animal. Voilà. Donc, les taris, premier niveau d'expertise, puisque effectivement, la vache tarie en tant que telle risque de perdre 4 à 5 kg de lait sur sa lactation suivante, donc par jour, hein, de production sur sa lactation suivante. Et puis, le petit veau, lui, plusieurs niveaux d'impact, hein. On va avoir des poids de veau qui vont être plus bas. Quand on regarde, alors désolé, c'est une diapo américaine, mais c'est là où on compile le plus d'informations, mais grosso modo, des poids de veau de l'ordre de 4 à 5 kg plus faible qu'un animal né dans des conditions normales. Des baisses de taux d'immunoglobuline, donc du colostrum, donc une immunité compromise de ce jeune veau, hein, qui fait que dès le départ, il part moins gros et on va avoir un impact sur sa croissance éventuelle et donc un impact sur la lactation de la vache adulte à terme. Donc on a une double perte chiffrable dans ce cas-là. Donc c'est vraiment la vache la plus importante sur ce schéma. Si on regarde ce qui s'est passé en Normandie et ce qu'on avait mis en place depuis 2016 au sein d'Elveup, hein, eh bien, on peut arriver, en compilant les données météo, à mettre un chiffre. Donc, en l'occurrence, si on regarde là les différentes courbes, hein, ce sont des courbes de perte laitière estimées pour un animal qui aurait subi un stress thermique durant une phase de tarissement de 60 jours. Hein. Donc, on peut dire, par exemple, au niveau Normandie, hein, qu'en 2020, une vache tarie durant l'été, sur sa lactation suivante, elle a perdu 158 kg de lait. En 2019, 247, et donc ça fait quand même des pertes financières potentiellement importantes. Sur la partie vache en lactation, on a aussi un impact fort, hein, que vous remarquez souvent. C'est d'ailleurs sur ce niveau-là, ce champ-là, que vous réagissez souvent, hein. On a souvent une baisse de l'ingestion qui est synonyme de baisse de production laitière, de baisse du TB et du TP. Et donc, c'est souvent votre premier repère. Ensuite, on a une baisse de l'immunité qui fait qu'on a souvent une sensibilité accrue aux infections mammaires. Donc, mammites plutôt profilés d'ailleurs en termes de bactéries sur des mammites profilés coliformes. Et puis on a une augmentation de la température corporelle de l'animal, ce qui est synonyme de moindre strus, hein, de strus silencieux, d'avortement en début de lactation, et ça peut souvent poser problème sur la partie reproduction et IVV. Sur l'observatoire qu'on avait mis en place en Normandie, donc on l'avait mis pour montrer aux éleveurs que l'indicateur THI s'envolait même en Normandie. On l'a fait aussi dans d'autres régions, hein, mais concrètement, on atteignait depuis 3-4 ans des THI supérieurs à 80. Donc par rapport au repère que vous donnez, Émilie, tout à l'heure, ça veut dire des stress modérés à sévères qui engendrent des pertes importantes, hein. Et donc, d'année en année, on a pu estimer des pertes potentielles
potentielles, donc le tableau en bas à droite, des pertes potentielles en kilos de lait par vache par lactation, que l'on a confronté d'ailleurs à des pertes mesurées sur de la robotique. Et ces deux chiffres se sont bien rapprochés scientifiquement. Donc, si on veut estimer aujourd'hui une perte en production laitière par vache durant un épisode de stress thermique, eh ben, on peut dire pour la Normandie qu'en 2016, c'était 92 kg de lait perdu par vache par lactation, 2017, 103, et puis etc. Vous voyez, on augmente jusqu'en 2019. 2020, c'est un petit peu mieux passé, parce qu'on avait un petit peu plus de vent, mais on a quand même des pertes qui peuvent être assez conséquentes. Cet observatoire nous a permis aussi de chiffrer des temps horaires de stress thermique supérieurs à 68 et supérieurs à 72, ce qui nous a permis, et vous le verrez tout à l'heure, de justement aller modéliser, de chiffrer un petit business plan sur dois-je investir dans de la ventilation dynamisée ou pas et combien ça va me coûter. Voilà. Et justement, pour vous donner un exemple de l'expertise que l'on peut avoir des choses et la vérification de la mise en place d'un plan d'action, vous avez ici l'exemple concret d'un éleveur d'une centaine de vaches qui considérait qu'on avait des grosses pertes laitières en termes de stress thermique sur ces bovins, et il a voulu qu'on expertise un peu les choses et qu'on mette en place un plan d'action. Sur ce graphique, vous pouvez retrouver sur les courbes bleues avec des petites croix saumon la production réelle de cet élevage, donc un élevage qui se situe en moyenne autour de 38 kg de lait par vache par jour, et un gros décroché que vous pouvez voir entre début juillet, où on a une grosse perte laitière liée à un premier épisode de chaleur important. Et c'est à partir de cet épisode de chaleur important que l'éleveur a mis en place un système de ventilation dynamisée, sans brumisation ni douchage. Nous, notre rôle d'expertise à Elveup, ça a été de démontrer que avant mise en place d'une solution, donc sur les années antérieures, on estimait sur les 100 vaches, on mesurait une perte de 14 100 litres de lait par an liée au stress thermique. Sur l'année 2019, où on a eu un premier épisode de chaleur important et qu'ensuite on a mis en place une solution de ventilation dynamisée, donc la solution n'a pas été aboutie sur un an en plein, on peut dire qu'on a atténué cette perte de 14 000 litres de lait, et donc la perte mesurée a été de 7 000 kg de lait. Bilan des courses, si on fait un petit business plan de l'affaire, donc bien sûr qu'on a conseillé ce producteur-là en toute indépendance sur quel type de ventilateur éventuel, quel type de flux et comment aménager. Et on a été au bout de la démarche en faisant un petit budget partiel avec lui. Donc, il a investi dans 7 ventilateurs. Donc, on a amorti sur 5 ans, ce qui nous fait une charge structurelle de 1 500 €. On a imputé nos coûts de fonctionnement par heure pour estimer nos coûts d'électricité, puisqu'il n'y a pas que l'achat structurel. Il y a après les coûts d'électricité à prendre en considération dans l'affaire. Ce qui fait que l'éleveur a investi 1 868 € sur l'adaptation de sa ventilation dynamisée. Sur les produits, le gain, ça a été à plusieurs niveaux, mais ici, on a été plutôt minimaliste, on l'a plutôt chiffré essentiellement sur la production laitière, mais sur la production laitière, on a récupéré 7100 litres, on n'a pas tout récupéré, mais on a récupéré 7100 litres, ce qui fait un produit de 2700 €. On a aussi eu des impacts sur la reproduction, on a aussi eu des impacts sur la qualité du lait. On en a aussi sur l'épigénétique, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Toutefois, on les a mis à définir ici dans l'exemple, puisque scientifiquement et statistiquement parlant, il est des fois difficile de vraiment avoir un chiffre vrai sur ce sujet. Maintenant, on sait qu'on a du bénéfice sur ces points-là. Ce qui fait que même si on est très minimaliste sur l'affaire, le fait d'adapter son bâtiment avec pourtant une solution lourde de ventilation dynamisée, on reste positif et on a un gain annuel de plus de 800 €. Et si on met l'épigénétique et le reste au bout, on dépasse les 1 000 € de bénéfices à avoir adapté son bâtiment et sa façon de travailler dedans. Voilà. Alors sur la repro d'ailleurs, si on regarde sur la repro, puisque j'ai parlé beaucoup production laitière, on peut remarquer que par point de THI, dans les expés les plus probantes sur le sujet, par point de THI supérieur à 68, on perd 1,5% de taux de réussite en IA. Et effectivement, là, dans le business plan, on aurait pu l'intégrer, puisque c'est aussi le fait d'améliorer le bâtiment, ça a permis aussi de réduire les coûts d'insémination. Voilà.
Donc voilà un petit peu pour les grands principes. Alors maintenant, l'exercice en 20 minutes, on pourrait rester la journée, hein. Donc là, je vais passer la main à Clément, hein, qui va vous parler plus des solutions nutritionnelles. Mais voilà en tout cas un petit peu les grandes ordres d'idées qu'on peut avoir sur l'approche bâtiment. Voilà, je te laisse la main, Clément. Ouais, merci François. Donc, vous voyez que sur le premier axe, qui est le bâtiment, on a des vrais leviers d'action qui permettent, hein, dans l'exemple qui était présenté ici, c'est de réduire quasiment de 50% les pertes de production. Encore une fois, il y a tout un tas d'impacts économiques non chiffrés à travers la repro, la qualité du lait, l'épigénétique. Mais même uniquement sur la partie production laitière, on fait déjà la moitié du chemin. L'autre levier d'action que vous avez pour essayer de limiter les impacts technico-économiques sur vos troupeaux, c'est évidemment les solutions nutritionnelles. Dans les 7000 litres de lait annuels que perdait encore cet éleveur, il y a encore moyen d'aller en gratter un petit peu sur la partie nutritionnelle. Alors sur la partie nutritionnelle, je vais vous faire d'abord un petit topo de qu'est-ce qui se passe sur la vache quand il fait chaud, hein, en gros. Donc déjà, vous voyez que la zone de confort thermique des ruminants, globalement, c'est entre 4 et 25 degrés Celsius. Donc vous voyez très bien que depuis quelques étés, là, on dépasse très largement et pendant plusieurs heures par jour cette zone de confort. Donc quand elle est en situation d'inconfort, la vache, qu'est-ce qu'elle fait? Évidemment, elle va perdre un certain nombre d'éléments, notamment de l'eau, hein, évidemment, par transpiration, par accélération de son rythme ventilatoire, par excrétion aussi, hein, du coup, notamment dans les urines. La première perte, donc, c'est de l'eau. La deuxième perte, ça va être un certain nombre d'électrolytes. Donc les électrolytes, hein, pour le dire simplement, c'est des éléments minéraux, comme le sodium, le potassium et le chlore notamment. Par exemple, une vache va perdre 5 fois plus de potassium par transpiration en cas de stress thermique que dans une situation de confort thermique. Donc ça, derrière, ça va avoir des impacts évidemment sur son équilibre acido-basique au niveau sanguin, d'autant plus que en se mettant à hyperventiler, elle va également perdre du bicarbonate de sodium. Donc là aussi, on a une perte d'électrolytes via le sodium, et en plus le bicarbonate de sodium, vous le connaissez bien, il a une fonction aussi de tampon au niveau ruminal. Donc on a un vrai déséquilibre acido-basique, donc une baisse de la BACA pour le dire autrement, au niveau sanguin de la vache, et on a aussi potentiellement un comportement alimentaire qui va changer, avec notamment une baisse d'ingestion de matière sèche et une vache qui va plus trier sa ration. Donc on va avoir tous ces effets cumulés, potentiellement une vache qui va se mettre d'elle-même en subacidose dans cette situation de stress thermique. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, son immunité va être fragilisée, hein, on en a parlé tout à l'heure. L'impact qualité du lait, on peut le chiffrer jusqu'à plus de 120 000 cellules par millilitre en termes d'augmentation des taux cellulaires. On a une baisse de la fertilité, comme François l'a dit, jusqu'à 13 points de réussite à l'IA en fonction des études qui sont disponibles dans la littérature. Je vous rappelle le chiffre qu'a donné François, hein, un point de THI supplémentaire, c'est 1,5 point de réussite à l'IA en moins, donc ça va très vite. En termes de production laitière, je vous ai montré la carte en introduction tout à l'heure, on peut aller jusqu'à 4-5 kg de lait par vache par jour de perdu. Et puis, comme je vous le disais, une vache qui va se mettre d'elle-même un petit peu en acidose, de par ses pertes d'électrolytes et de par son comportement alimentaire. Donc au niveau du management de la ration, il y a des choses déjà assez simples que vous pouvez mettre en place, hein. Donc déjà, c'est d'assurer une bonne disponibilité en eau, c'est d'assurer plutôt une distribution le soir que le matin pendant l'été pour favoriser plutôt une consommation de la ration en période plus fraîche la nuit. Et puis après, vous avez tout un panel de solutions nutritionnelles que vous pouvez incorporer à votre ration. Je vais vous en présenter quelques-unes. Donc chez Néolé, on a développé un noyau spécifique, hein, qui s'appelle le noyau THI, en référence du coup à l'indicateur THI. Ce noyau THI, c'est vraiment notre solution première, on va dire, quand la vache est en situation de stress thermique, ou même quelques jours avant que la vache le soit, pour prévenir un petit peu le passage sur des journées chaudes. Donc il a 3 fonctions principales. La première, donc, c'est d'apporter des électrolytes, hein. Je viens de vous expliquer que c'est ce que la vache perd en priorité pendant les situations de stress thermique. Donc on apporte un produit qui va contenir 70% de bicarbonate de sodium, donc double objectif, apporter du sodium pour compenser les pertes de sodium par sudation, mais aussi tamponner le rumen, parce que, comme je vous l'ai expliqué, la vache va être en subacidose. On apporte également beaucoup de potassium, donc via du carbonate de potassium notamment. Donc le produit contient 8,5% de potassium, puisque c'est un aliment qui est largement perdu aussi par la vache à ce moment-là.
On va avoir un produit qui va remonter fortement l'ABACA, hein, puisque c'est un produit qui fait plus de 10 000 milléquivalents par kilo de matière sèche. Donc à la dose qu'on recommande à 150 grammes par vache et par jour, on refait remonter l'ABACA de 74 points par l'apport du produit. Donc ça, c'est vraiment la fonction apport d'électrolytes. On a une deuxième fonction qui va être d'apporter des antioxydants. Alors pourquoi des antioxydants? C'est que la vache, consommant moins, se mettant un peu en subacidose, perdant des éléments minéraux aussi par transpiration notamment, son immunité va être sérieusement challengée au moment du stress thermique. Donc on va essayer de renforcer son immunité en apportant un noyau qu'on a breveté sur son efficacité par rapport à la réduction des taux cellulaires notamment, qui est composé d'extraits de plantes qui sont sélectionnés pour leur fonction antioxydante, de chélate de zinc pour apporter du zinc très assimilable, de sélénium ruminoprotégé organique pour là aussi apporter des antioxydants. Et la dernière fonction du noyau THI, c'est de travailler sur l'ingestion. François vous l'a expliqué, je vous l'ai rappelé, la vache en cas d'inconfort thermique va avoir un comportement de baisse d'ingestion volontaire qui va engendrer aussi derrière des effets assez marqués sur les performances et sur l'immunité de la vache. Donc on va essayer de compenser ça en partie en apportant un noyau spécifique aussi qu'on a chez Néolé qui permet de stimuler l'ingestion de la ration par les animaux et stimuler l'ingestion de fourrage notamment. Donc ce noyau THI, vous le retrouvez sous deux formes possibles, soit via le produit qui s'appelle le Neomix THI. Donc ça, c'est un aliment complémentaire de la ration, c'est-à-dire que vous avez votre ration qui est calée avec sa minéralisation incluse. Et quelques jours avant un épisode de coup de chaud, et tout pendant cette durée du coup de chaud, vous allez venir apporter ce complément de ration qui va vous permettre d'apporter le noyau THI tout pendant, légèrement en amont du stress thermique et tout pendant la durée de stress thermique. Ça, c'est la première voie d'apport du noyau THI. La deuxième, c'est via les minéraux Adaptomix. Donc Adaptomix, ce sont des minéraux tout en un adaptés à vos rations, qu'on fait des formules spécifiques qu'on fait client par client. Et donc, on peut très bien aussi incorporer le noyau THI dans les fabrications de noyaux d'Adaptomix qui vont être distribués l'été, par exemple. Donc, vous pouvez tout à fait avoir votre formule d'Adaptomix classique au printemps qu'on peut enrichir du noyau THI pour la période où les vaches seront en stress thermique. Un autre élément qu'on voulait mettre en avant qui a fait ses preuves contre le stress thermique, ce sont les levures vivantes. Donc les levures vivantes, c'est un additif que vous connaissez bien, puisque c'est un additif qu'on vend assez largement dans nos gammes. Elles sont connues pour leur fonction notamment anti-acidose, pour leur action aussi de digestibilité de la fibre. Mais elles sont peut-être un peu moins connues sur leur effet préventif contre le stress thermique. Alors par contre, pour le stress thermique, il faut les mettre à double dose. Mais quand on regarde les essais, et il y en a de nombreux essais sur l'apport de levure vivante à double dose en période de stress thermique, on a des effets quand même très marqués sur tout ce qui nous intéresse en termes économiques notamment. Donc le premier effet, évidemment, c'est sur la production laitière. Vous voyez que vous avez en bleu ciel le lot témoin qui ne reçoit pas de levure. Il est à 35 kg ce lot témoin, par exemple, avant la période de stress thermique, pendant la période de stress thermique, pardon. Il est non supplémenté en levure, et quand en face on met des vaches supplémentées en levure, donc qui sont le lot traité avec les levures, en mettant les levures à double dose, on augmente la production de 2 kg pendant la période de stress thermique. Donc là, on a un vrai effet levier du travail des levures. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi, au-delà de la production laitière, une amélioration du taux butyreux. On a un TB qui va augmenter de plus d'1 point avec l'apport de levure vivante à double dose. Ça, on retrouve bien là, en fait, l'effet anti-acidose des levures, l'effet limitation du tri des levures et l'effet amélioration de la digestibilité des fibres, puisque quand on digère de la cellulose, on a plus de précurseurs pour faire du TB. Donc on retrouve bien les fonctionnalités qu'on connaît des levures qui s'expriment d'autant mieux en période de stress thermique où la vache est légèrement en subacidose. Et puis quand on regarde au global l'efficacité alimentaire nette de tout ça, de l'apport de levure à double dose, on l'augmente de plus de 0,1 point, de 0,13 points exactement, c'est-à-dire qu'on fait 0,13 kg de lait de plus par kilo de matière sèche ingérée de ration. Dit autrement, c'est 8% d'efficacité alimentaire de plus sur votre ration.
Donc, c'est vraiment un additif qui a vraiment fait ses preuves sur cette thématique du stress thermique avec deux actions, hein, vraiment l'augmentation de la valorisation énergétique de la ration par les mécanismes que je vous ai détaillés. Et également, on améliore, et ça a été montré dans de nombreux essais, on améliore le statut inflammatoire des vaches. C'est-à-dire qu'on a moins de marqueurs sanguins de l'inflammation chez des vaches en période de stress thermique qui reçoivent des levures à double dose que des vaches qui n'en reçoivent pas. Et puis le dernier axe dont je voulais vous parler, c'est également donc là je vous ai parlé de solutions qui s'appliquent durant les périodes de stress thermique, mais il ne faut pas oublier aussi que l'été se prépare, je dirais. Il faut vraiment essayer de renforcer l'immunité de votre troupeau en amont de l'été, donc dès le printemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les oligo-éléments, les vitamines et les antioxydants que la vache va consommer ne se stockent que sur un pas de temps assez court dans son organisme. Donc, il est vraiment nécessaire au mois de mai-juin de refaire entre guillemets les stocks, hein, si je peux m'exprimer ainsi, pour prévenir la dépression immunitaire qui va être liée au stress thermique. Hein. Pour les mécanismes que je vous ai expliqués tout à l'heure, la vache va être vraiment déprimée au niveau immunité pendant la période de coup de chaud. Donc, refaire les stocks au printemps va lui permettre de passer ces épisodes de coup de chaud de manière plus efficace. Donc là, par exemple, on a évidemment beaucoup de solutions sur cette thématique-là, mais je vous en présente une sur laquelle on a un essai marqué sur les taux cellulaires notamment. C'est le TurboVit Vitalité. Donc c'est un produit que vous utilisez par supplémentation ponctuelle, donc 10 jours par mois par exemple, pendant les mois de mai-juin par exemple. C'est un produit qu'on peut apporter à 50 voire 80 grammes pendant 10 jours. Et ce qu'ont montré les essais sur ce produit-là, c'est que, donc en bleu sur les graphiques, là vous avez les mamelles saines à moins de 100 000 cellules, et en orange les mamelles infectées, donc à plus de 100 000 cellules. Sur le lot témoin qui est en haut versus le lot supplémentaire en TurboVit Vitalité en bas, on voit qu'on réduit de moitié, en fait, hein, au bout de 20 jours d'utilisation, le nombre de vaches qui ont des taux cellulaires élevés. Donc on retrouve bien ici la fonction première du produit qui est vraiment de renforcer l'immunité de l'animal et de lui apporter des antioxydants afin de lutter notamment contre les infections mammaires. Dernier point, sachez aussi que nous disposons, vos conseillers technico-commerciaux Néolé disposent dans leur logiciel Néopro, qui est leur logiciel de conseil et de rationnement, ils disposent d'un outil d'évaluation du risque lié au stress thermique et des pertes potentielles qui peuvent être engendrées par le stress thermique. Donc c'est un petit calculateur assez simple où vous renseignez la température du jour, l'humidité relative du jour. Le calculateur vous retranscrit le THI du moment. Et à partir de ce THI, on a une modélisation des pertes en ingestion de matière sèche et en production laitière qui va être calculée. Donc, par exemple, ici, sur un élevage qui aurait une température de 30 degrés et 60% d'humidité, on est sur un THI assez élevé déjà, hein, à 80 points. Et là, on a une perte de production laitière, par exemple, de l'ordre de 3 kg de lait qui va être calculée. Et un dernier petit commentaire avant de repasser la main à Frédéric, c'est que, comme l'a dit François tout à l'heure, les bâtiments évoluent et on a de plus en plus d'animaux qui passent du temps en bâtiment aujourd'hui l'été, beaucoup plus que par le passé. Et sachez que dans certains bâtiments, on peut avoir vraiment un écart significatif entre le THI à l'intérieur du bâtiment et le THI à l'extérieur, de l'ordre de 3 à 7 points. Donc les vaches peuvent vraiment subir des gros stress au niveau de leur logement. Voilà, je vais repasser la main à Frédéric qui va prendre le relais pour la session questions-réponses. Super. Merci Clément, merci François, merci Émilie pour la qualité des témoignages et des informations que vous nous avez passées pendant ces 45-50 minutes. Effectivement, place aux questions-réponses. Alors, je vous avais expliqué en début de visioconférence que, en allant dans la petite bulle, vous pouvez cliquer dessus et avoir accès à une fenêtre dans laquelle vous pouvez saisir vos messages. Ça, c'est typiquement pour écrire les questions si vous ne voulez pas prendre le micro et les poser à l'oral. Donc, dans la session du chat, là, sur la droite de l'écran, on en a une de posée, effectivement. Bonjour, quel est le coût du diagnostic? Alors, effectivement, c'est une question qu'il faut poser. Comme dans tout diagnostic, on parle d'un audit, on mobilise du temps d'un expert qu'on fait venir là, typiquement ElvUp, ancien contrôle laitier de l'Orne, sur votre lieu de ferme. Donc il y a des frais de déplacement, c'est une journée à temps plein pour l'aller-retour, potentiellement parfois avec un hôtel. Bon, bref, ça c'est une des parties du forfait qu'on va facturer à l'éleveur, mais comme dans tout audit, j'ai envie de dire,
sur la conduite d'un robot avec FDS qu'on peut vous proposer, sur les installations électriques avec diagnostic et solutions qu'on peut vous proposer. Là, on rentre sur une nouvelle thématique d'audit sur les stress thermiques. C'est un forfait unitaire de 750 € sur le diagnostic. Voilà pour répondre à cette première question, mais j'ai envie nécessairement de la mettre en parallèle avec les enjeux qui, eux, pour le coup, sont sur une toute autre échelle. On l'a vu avec Clément, on l'a vu avec François et Émilie. Les pertes financières sur un troupeau laitier, de par les incidences d'une montée en chaleur et de la sortie de la zone de confort d'une vache laitière, sont sur une toute autre échelle, encore une fois. Donc voilà pour cette réponse-là. Après, est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? N'hésitez pas, on a encore 5-10 minutes, vraiment, si vous avez des questions. Oui, il y en a une autre qui arrive là. Un bâtiment ouvert est-il plus difficile à ventiler? François ou Clément, le premier qui répond, mais je pense que c'est effectivement plus pour François. Éventuellement, oui, effectivement. Alors, un bâtiment ouvert, a fortiori, on a une ventilation naturelle qui va pouvoir engendrer des courants d'air et des ventilations parasites. Maintenant, si on met en place une ventilation dynamisée, un bâtiment ouvert, si on parle ventilation naturelle, de par ses ouvertures, dans la mesure où elles sont homogènes sur les 4 pans du bâtiment, hein, il est beaucoup plus facile de ventiler un bâtiment ouvert que de ventiler un bâtiment fermé. Voilà, puisqu'on va pleinement optimiser l'effet naturel de l'effet vent et de l'effet cheminée dans son bâtiment. Maintenant, tout dépend de la topographie. Un bâtiment ouvert dans un fond de vallée avec une topographie qui freine les vents dominants, il va être aussi difficile à ventiler qu'un bâtiment complètement fermé sur une butte en plein vent, quoi. Donc, chaque cas est différent, d'où la logique d'expertise. Et je rebondirai sur ce que Frédéric a dit tout à l'heure sur la notion de coût, puisque bien sûr, à chaque fois, lorsqu'on fait un audit, c'est un coût, mais par contre, lorsqu'on investit, et c'est ce qui se passe en France, et c'est ce que l'IDEL renvoie aussi au travers de ses experts aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont investi dans des systèmes de ventilation dynamisés, et aujourd'hui, quand on vient faire des expertises dans vos bâtiments, on se rend compte que finalement, elles n'étaient pas optimisées, voire inefficaces. Donc, vous avez des fois mis 5, 10 000 €, voire plus sur la table pour une efficacité nulle et voire même des consommations électriques. Donc, parfois, effectivement, on peut des fois se dire 750 €, c'est excessif, mais pris en compte dans un investissement global et dans une réussite de performance couplée avec des solutions nutritionnelles, voilà, je pense que c'est des données facilement amortissables. Voilà. Merci François. On a une autre question et je pense qu'elle s'adressera plus pour Clément. C'est du pilotage et du management nutritionnel de la ration. Faut-il reconcentrer la ration en énergie et si oui, que privilégier comme produit? Alors c'est une très bonne question, c'est vrai qu'on a un format assez court aujourd'hui, donc on peut pas traiter tout dans le détail, mais effectivement la question est très très pertinente. La réponse est oui. Comme je vous l'ai expliqué, comme François et Émilie vous l'ont expliqué, la vache, un de ses premiers réflexes quand elle est en situation d'inconfort thermique, c'est de limiter son ingestion de matière sèche, parce que quand elle mange, son rumen, travaille et il y a des fermentations qui créent encore plus de chaleur, donc évidemment, c'est pour ça qu'elle le fait. Donc si elle diminue sa consommation de matière sèche, oui, il faut reconcentrer les rations. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Il faut reconcentrer la ration en énergie, éventuellement un petit peu également en azote, mais surtout en énergie. Et sur l'énergie, on va privilégier plutôt une énergie non acidogène, évidemment, puisque la vache va avoir un comportement naturel de tri plus important aussi pendant la période de stress thermique, va être déjà challengée naturellement par le stress thermique au niveau immunitaire. Donc, il faut plutôt privilégier des sources d'énergie non acidogène. Donc, on peut penser à de la cellulose digestive, par exemple, avec de la pulpe de betterave. On peut penser, si on parle d'amidon, à plutôt un profil maïs-grain qui est un amidon moins acidogène que du blé ou de l'orge, par exemple. On peut penser à de la matière grasse, qui peut être une solution à envisager pendant l'été. Voilà, on a différentes solutions. On peut travailler, là, je vous ai parlé que de concentrer, on peut travailler aussi sur les fourrages. Peut-être qu'on peut rééquilibrer aussi la ration pour privilégier des fourrages plus énergétiques que d'autres. Mais en tout cas, il faut vraiment veiller à apporter de l'énergie non acidogène pour éviter d'amplifier en fait la dépression immunitaire de l'animal. Très bien, merci Clément.
Peut-être que certains ne veulent pas écrire les questions et si vous, toutefois vous en avez, il y a une autre option qui est complètement envisageable, hein, c'est vous enlevez le micro barré et à ce moment-là, vous prenez la parole. Donc vous pouvez aussi choisir de la poser à l'oral à ce moment-là si vous le souhaitez. Sinon, on va encore prendre une ou deux questions dans le chat si tant est qu'il y en ait. Oui, bonjour. Bonjour, J'ai une question. on vous écoute, très bien. Voilà. L'an dernier, pour passer, donc on est en Lot-et-Garonne. L'an dernier, pour passer l'été, j'ai mis une douche à mes vaches. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Donc j'ai mis des brumisateurs un petit peu forts sur les animaux à la table d'alimentation pendant 2 ou 3 heures dans la journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais me permettre de prendre la main, hein, par rapport à ça, le premier effet qui permet de refroidir une vache en prioritaire, c'est l'effet vent. Donc, essayer des fois de pouvoir créer des courants d'air avec des ouvertures de portes, même si c'est pas un idéal, ça peut permettre de passer un cap. Voilà. Euh, Mettre en place des systèmes de ventilation, pourquoi pas. Et puis ensuite, effectivement, vous avez raison d'avoir adapté une solution de douchage, hein, et je pèse mes mots, je parle plutôt moi de douchage que de brumisation. C'est à un moment donné d'apporter de l'eau sur les animaux, ça peut permettre de les refroidir. Donc, ça peut avoir un impact bénéfique sur la gestion du stress thermique. Toutefois, ça demande une maîtrise. Premier niveau d'attention sur la zone de douchage, hein, c'est où est-ce que vous avez emplacé cette zone-là. Et à la limite, je vous laisse répondre avant de continuer. Vous l'aviez mis où? En fait, on est en air paillé, donc il était hors de question de mettre sur l'air paillé. On a une aire de circulation, enfin de raclage assez large, puisque c'est 6 mètres, c'est la ferme. Donc on a mis on va dire sur la tête des animaux, sur l'animal quand il est à la table d'alimentation. Voilà. D'accord. Alors effectivement, c'est une bonne zone, hein, de douchage, hein, dans la mesure où effectivement on n'envoie pas d'humidité sous forme de brume, hein, donc sous forme de gouttelettes, qu'on n'envoie pas d'humidité sur l'air paillé ou qu'il n'y ait pas de résidus d'eau sur l'air d'exercice qui irait vers l'air paillé. Et c'est là où il faut faire attention après sur... Alors la zone est une très bonne zone. Ensuite, c'est comment je vais utiliser le système. Alors, si j'arrose en permanence, alors à moins d'avoir vraiment un phénomène de météo extrême où j'ai peu d'hygrométrie dans l'air et auquel cas mon eau qui tombe au sol ou sur l'animal s'évapore très vite, et là, j'ai pas de problème. L'autre point qui poserait problème, c'est lorsque j'arrose comme ça ou que je douche mes vaches ou que je brumise, c'est que je rajoute de l'humidité dans mon bâtiment et que ça, certes, ça refroidit ma vache, mais ça me pose d'autres problèmes tels que une explosion des pathologies du pied, telles que la mortellero, telles que les dermatites, ou que j'ai de l'humidité sur mon paillet, synonyme de problématiques de qualité du lait ou donc de mammites. Donc le top, c'est d'arriver à doucher la vache sans que la vache, elle soit mouillée lorsqu'elle va se coucher, quoi. Donc c'est tout l'art un petit peu et les limites et les avantages du douchage, quoi, voilà. D'accord. En fait, bon, c'était la première année. Ça a quand même permis de passer, alors sûrement avec une baisse des quantités de lait, c'est certain, mais sans mammites, hein. Sans mammites et sans animaux vraiment, voilà, elles étaient quand même plutôt bien. La difficulté, c'est sûrement, et là j'attends des solutions, pourquoi pas, de gérer le temps. Est-ce qu'il vaut mieux, parce qu'en fait là c'est de la brumisation qui mouille, on va dire. On la mettait en fait à 14 heures par exemple, et puis jusqu'à 16-17 heures, quoi, puisqu'en fonction du temps où on était autour du bâtiment, quoi. Et je pense qu'il vous faudrait aménager une minuterie ou quelque chose comme ça pour, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être 10 minutes toutes les demi-heures, enfin je ne sais pas. C'est sûrement trop mouillé ce qu'on a fait, mais j'ai pas de critères vraiment là-dessus qui me Alors, on a permettent des de faire mieux, on va dire. Voilà. Je ne sais pas On a si vous des avez des critères, choses.
On a des critères aujourd'hui. On a des solutions abouties. Hein, on a plusieurs solutions. Enfin, on a une solution commercialisée clé en main sur le sujet. On a des solutions. Enfin, c'est pas nous qui les commercialisons. C'est des fabricants de salles de traite. On a aussi des solutions dégradées hein, avec des tuyaux perforés qu'on met à la va-vite. Alors, dans tous les cas, si je donne les logiques de timing, hein, alors bien sûr que ça dépend de la météo et du taux d'hygrométrie dans l'air. Donc, j'aurais tendance à dire déjà, mettons un thermomètre hygromètre dans notre bâtiment. Voilà, premier niveau de conseil. Et puis après, le deuxième niveau, c'est effectivement quand on met ces systèmes d'arrosage-là en place, il faut mettre une temporisation. Et si on regarde les repères utilisés à l'étranger, hein, on est sur une pulvérisation d'eau d'1 minute toutes les 10 minutes. Voilà. Donc, arriver à trouver une temporisation qui permette de faire ça, c'est-à-dire mouiller l'animal sur le dos, sur l'endroit le plus chaud, sur sa chaudière, à savoir le rumen, hein, mais que cette humidité ne puisse pas descendre le long de l'animal pour aller à la mamelle ou descendre au sol pour laisser trop d'humidité au sol et faire exploser les problématiques de pathologie du pied. D'accord. Bon, sachant que nous, on n'a pas de mortadella, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est voilà, c'est intéressant parce qu'en fait, on ne sait pas trop et on n'a pas toujours les éléments, quoi. Et des fois, en solution dégradée, hein, j'ai des éleveurs où on a tout simplement été chercher un tuyau d'arrosage, hein, d'arrosage à tomates par exemple, hein, et puis on a mis une temporisation que l'on peut trouver partout dans différents magasins de bricolage. Hein. Certes, ce n'est pas des temporisations parfaites, mais ça permet au moins de fractionner les apports d'eau dans le bâtiment et donc d'éviter l'accumulation d'humidité. Parce que c'est le gros souci de votre solution de douchage ou de brumisation, c'est si on apporte trop d'eau dans le bâtiment. Alors, pas forcément l'eau qu'on voit, hein, c'est l'humidité qu'on a dans l'air aussi. Hein, ça peut poser des gros soucis, sachant qu'on vient cumuler de l'humidité sous notre bâtiment, puisque un animal à cette époque-là, une vache en production sur la météo qu'on a aujourd'hui à peu près partout en France, elle transpire 15-20 litres d'eau au-delà des urines et des fesses par jour. Sur les périodes estivales, on peut avoir des transpirations qui montent jusqu'à 60 litres par jour, hein, comme l'expliquait Clément tout à l'heure. Et donc, ces 60 litres-là, si je ne les évacue pas par un effet vent, si je ne les évacue pas de mon bâtiment et qu'en plus je rajoute de l'humidité, je mets toujours un bémol sur la partie gestion de qualité du lait avec le risque, certes, j'aurais refroidi mes vaches, mais j'aurais enclenché d'autres problématiques. Voilà. Merci François, merci Madame pour la question très pertinente. On a un autre partenaire dans la salle qui lève la main. Alors, je ne sais pas si c'est voulu pour poser une question, je présume. C'est Piquet Arnaud, si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais rebondir sur le sujet qui vient d'être abordé là, parce que moi, j'ai mis en place de la brumisation depuis 3 ans sur la table d'alimentation aussi. Bon, on a fait ça du bricolage aussi. Mais c'est pareil, on a mis de système de bus de pulvérisateur tous les 5 mètres avec une pompe d'arrosage donc qui est commandée par une tempo. Donc, et là, en période de très très forte chaleur, on arrive à démarrer dès 11 h le matin et ça m'est arrivé de pulvériser jusqu'à 20 h le soir. Hein. Et on était sur un régime d'1 quart d'heure par heure quoi, de pulvérisation. Donc, c'est de la très fine brune. Hein. On passait 5-6 litres d'eau, pas plus, quoi. Et c'est juste pour mouiller un peu le dos des vaches. Et puis, ce qui fait qu'après, avec les 3 quarts d'heure de pause, elles arrivent à se sécher. Donc, on arrive à perdre de la température comme ça corporelle. Et c'est un investissement qui était pas très gros, quoi. Entre la pompe et le reste, il y en avait peut-être pour 300-400 €. Et dans un premier temps, on a fait déjà du gros boulot. Après, il reste de la ventilation, je pense, pour complémenter la chose, quoi. Qui serait pas mal quand elles sont au couchage, quoi. Et effectivement, dans votre solution, on est sur des rapports qualité-prix et efficacité qui permettent de passer certains caps. Voilà. Après, ça a ses limites, mais ça fait déjà le boulot. Maintenant, pour donner un petit peu sur cette chose-là, hein, aujourd'hui, effectivement, on a soit la solution de bricolage, vous avez, vous, éleveurs, soit une solution de bricolage, soit des fois des solutions clés en main, mais qui nécessitent un investissement beaucoup plus important. Effectivement, là, en ce moment, et on en est au début de l'histoire au niveau français, mais à l'étranger, on a des repères déjà bien établis sur les sujets. Hein. Pour exemple, je suis en train de travailler avec une boîte pour mettre en place un prototype de douchage qui nous permet d'avoir un rapport qualité-prix
plus adéquat. Voilà, c'est un entre-deux entre ma solution dégradée, enfin votre solution dégradée de je bricole mon petit système. Et vous voyez, on a deux exemples types là de renvoyer. Hein. Et puis une solution clé en main des fois très coûteuse. Hein. On essaie de trouver des solutions intermédiaires pour trouver des solutions qui permettent d'avoir notre idéal technique de mouiller la vache sans la tremper et engendrer d'autres problèmes, hein, tout en ayant une solution qui vous permette d'être autonome sur le sujet sans que ça coûte trop cher. Mais effectivement, le douchage, c'est la solution première aujourd'hui, rapport qualité-prix. Maintenant, elle a ses limites et ses problématiques, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut pouvoir le coupler avec l'effet vent. Alors pour certains d'entre vous, des fois, vous jouez avec les portes en plus de votre douchage hein, pour arriver à travailler le sujet. Puis bien sûr que vous allez sur les solutions nutritionnelles que Clément vous a conseillées tout à l'heure, hein, qui sont aussi importantes. C'est bien une combinaison des solutions. Hein. Mais l'effet vent avec les ouvertures de portes ont des fois leurs limites parce que parfois nos météos font qu'on n'a pas de vent du tout. Hein. Et c'est vraiment là qu'on met les vaches dans le dur. Le douchage aide, mais vraiment en première efficacité pour refroidir une vache, je réitère, c'est vraiment l'effet vent, quoi. Voilà. Super, merci. On a une autre question. Serge, si vous voulez la poser. Je ne sais pas si c'est davantage pour Clément sur du nutritionnel ou si c'est pour François sur de l'adaptation des bâtiments, mais on vous écoute avec plaisir. On est en train de faire un nouveau bâtiment là. Et on a prévu sur l'aire d'attente de la salle de traite des ventilateurs pour car l'été, quand on a des temps de traite un peu longs, 1h30, 2h, les vaches, on trouve qu'elles douillent en aire d'attente, quoi. Donc on est en train de mettre des ventilateurs sur l'aire d'attente. Et on pensait, quand il fait vraiment chaud, on a vu ça en Israël, ils le font pas mal, faire une douche et ventiler les vaches juste après. Vous en pensez quoi, vous? Peut-être aussi bricoler un système en aire d'attente, on voudrait pas, enfin, pas forcément doucher les vaches dans le bâtiment, bricoler un système sur l'aire d'attente, les doucher, admettons, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et après les ventiler, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, voilà, on n'a pas beaucoup parlé du douchage, mais si on parle douchage, effectivement, premier niveau où éventuellement on peut l'installer, c'est ce que Madame nous donnait tout à l'heure, c'est sur la table, couloir d'exercice côté table d'alimentation, en faisant bien attention puisqu'on n'est pas loin des aires de couchage. Et deuxième niveau, effectivement, c'est l'aire d'attente, surtout quand on est sur des systèmes avec des traites qui durent un petit peu. Parce qu'effectivement, une vache, c'est l'équivalent d'un animal avec un radiateur. Enfin, si on se met comme une vache, on va prendre un radiant de 1500 watts, on va prendre un radiateur électrique, on va se le mettre dans la veste, on va fermer la veste et il faut tenir par tout temps. Et effectivement, quand on commence à entasser nos animaux dans le parc d'attente, on commence à accumuler nos radiateurs les uns à côté des autres. Donc, pour l'animal, ça peut être du stress important. Et deux, pour le trayeur, c'est aussi des calories qui reviennent dans la salle de traite, quoi. Donc, effectivement, de faire de l'effet vent dans le parc d'attente, c'est un endroit, c'est une zone où l'animal subit le plus de stress thermique dans une journée, puisque elle est à côté de ses congénères. Sur le côté douchage, on peut éventuellement doucher aussi en parc d'attente, puisque le temps d'attente dans le parc d'attente permet de mouiller l'animal. Et ensuite, quand elle arrive au couloir d'alimentation, le temps qu'elle s'alimente, elle a le temps de sécher. Donc, le parc d'attente peut être une zone de douchage. Maintenant, voilà, à voir quel est le plus adéquat pour chacun d'entre vous. Hein. La troisième zone de douchage qui va être éventuellement la plus adaptée, effectivement, c'est ce qu'on peut voir à l'étranger, c'est ce que je vois aux États-Unis ou ce que j'ai pu voir en Allemagne ou effectivement sur des vidéos israélienne, c'est dans les couloirs de retour, c'est avoir l'équivalent d'une douche, hein, voilà, où l'animal passe dessous et est humidifié pour ensuite aller vers la table d'alimentation où on y fait un effet vent. Donc effectivement, les zones de douchage, 3 zones, hein, couloir d'alimentation, parc d'attente ou couloir de retour de la salle de traite. Toujours faire attention quand même lorsqu'on le met en couloir de retour, c'est éviter le stationnement des animaux sur cette zone-là parce que ça peut bloquer la sortie de la traite. Moi, j'en ai fait l'expérience de ça parce que nous, on l'a dans l'aire d'attente, ventilation plus brumisation. Et quand la brume a tendance à aller vers les 2 couloirs de retour, ça freine dur. Hein, parce que forcément, elles en profitent aussi à la sortie.
Il faut qu'on aille pousser les vaches devant. C'est une sortie rapide et on est obligé d'aller les pousser parce que elles profitent de l'ambiance, quoi. Et c'est quand même dommage dans ces cas-là, surtout quand on veut très vite. Ouais, C'est pour ça que sur Alors, les c'est pour ça couloirs qu'il de faut retour, bien diriger la brumisation à celles qui sont en attente et puis voilà. ouais. Au même titre que Mais quand ça, par on contre, c'est le fait top, quoi. C'est vrai que celles qui patientent, on voit bien qu'elles sont à l'aise et puis elles profitent de ce moment-là, quoi. Par contre, ça veut dire qu'effectivement, lorsqu'on le met dans le couloir de retour, hein, c'est là où l'expertise bâtiment a son importance, c'est qu'effectivement, il faut bien adapter son couloir de retour, en tout cas si c'est un bâtiment qu'on veut concevoir. Hein. Si c'est un bâtiment existant, on subit, mais effectivement, il faut que la zone de douchage, elle soit mise dans une zone d'inconfort pour la vache, donc souvent dans des zones avec de la pente pour éviter les stationnements des animaux. Voilà. Donc, et concernant le parc d'attente, il faut faire, lorsqu'on couple la brumisation à la ventilation dynamisée, il faut faire attention effectivement comment on aménage ça dans notre parc d'attente, parce que si on commence à mettre une zone de douchage ou de brumisation plutôt dans le fond de son parc d'attente, ou qu'on met la ventilation à mi-hauteur de son parc d'attente, les animaux sont tellement bien dans le parc d'attente qu'ils ne viennent plus à la salle de traite, quoi. Ce qui est quand même dommageable quand on veut gagner du temps dans son quotidien, quoi. Nous, humains, quoi. D'accord. Très bien, merci pour ces questions. Est-ce qu'il y en a encore éventuellement une personne, une question à poser? Sinon, on va s'avancer gentiment vers la conclusion. Très bien, écoutez, je vous propose de conclure et de se libérer tous les uns les autres. Bon, j'ai déjà grandement remercié la qualité des intervenants, donc que ce soit Clément, notre expert nutritionniste, ou nos partenaires de chez Elvop, Émilie et François. Je tiens encore à souligner vraiment la fluidité dans les réponses et la transparence dans le message. Merci pour ça. On a justement pu chiffrer les incidences du stress thermique sur vos élevages, vous les partenaires éleveurs de chez Néolé. Donc sur la baisse des IA, la baisse du lait, la montée en cellules, tous ces gros cailloux dans la chaussure qu'on aimerait bien réussir à solver au jour le jour. Justement, on a pu identifier les axes d'optimisation ou alors du moins les axes de travail, que ce soit sur l'adaptation des bâtiments ou sur le management de la ration. Et la prochaine étape, si j'ose dire, c'est on vous invite vraiment à vous rapprocher de votre conseiller technico-commercial Néolé pour approfondir le sujet, poser toute question supplémentaire, revenir sur des points d'attention qui vous ont éveillé l'esprit là pendant cette heure sur laquelle vous avez entendu les différents intervenants. Et s'il faut faire venir Elbup lors d'un audit, et ben, ça sera le conseil technico-commercial Néolé le point de contact. S'il faut faire venir notre expert nutrition sur un temps d'échange, sur le pilotage de la ration, comment reconcentrer correctement en énergie, comment éviter l'acidose, comment redresser le pouvoir BACA de ma ration. Pareil, ça sera des questions avec lesquelles on se fera un plaisir de réfléchir avec vous et de savoir orienter vers la bonne personne. Voilà, écoutez, je pense qu'il est l'heure de clore et de remercier encore une fois tout le monde et vous-même, messieurs les partenaires, pour votre participation. Au revoir. Merci beaucoup et bonne continuation à tous. Merci de votre participation et de vos échanges. C'était très intéressant. Merci à vous, bonne journée et bon courage. Au revoir. Merci. Merci.